Est-ce qu'il y avait n'y avait-il pas un objectif politique à l'intérieur même d'Israël? Parce que si on remet un petit peu les choses en perspective, cette opération Plan Durci a eu lieu juste quelques mois, il y a quelques semaines, avant une échéance électorale locale. Là, il faut, je crois, reprendre un peu l'évolution de l'État d'Israël. Je ne crois pas que les pères fondateurs reconnaîtraient l'État qu'ils ont voulu. N'oublions pas que les jeunes générations n'ont pas connu les guerres, la guerre de libération dans le vocabulaire israélien, la Nakba dans le vocabulaire palestinien de 48, n'ont pas connu la guerre de 56, n'ont pas connu la guerre de 67 dans le vocabulaire arabe, la guerre des 6 jours dans le vocabulaire israélien, n'ont pas connu la guerre de Kippour dans le vocabulaire israélien, et ensuite la guerre d'octobre dans le vocabulaire arabe. Ils ont peut-être connu 82, les raisins de la colère, c'est-à-dire l'invasion du Liban par l'armée israélienne, mais c'était déjà une guerre politique. Ils ont peut-être connu l'intifada de 87, puis la seconde de 2000, mais elles étaient fondamentalement différentes, échappant à l'autorité elle-même du Fatah, de l'OLP, à l'autorité palestinienne aujourd'hui. Israël aujourd'hui a certainement une domination stratégique, une domination militaire, une domination technologique et une domination économique. Je vous donne un chiffre, vous comprendrez. En 64, le PNB libanais était égal au PNB israélien. En 92 déjà, au lendemain de la guerre du Golfe, le PNB israélien était le double des PNB libano-syro-jordano-palestiniens. Aujourd'hui, c'est le triple. Donc, ces dominations-là donnent une sécurité certaine à Israël. Mais elles ne lui donnent pas la sécurité politique. Aujourd'hui, il y a un problème qui se pose pour les Israéliens. Ce sont des petits partis de 3, 4, 6 députés au maximum qui font la loi dans ce pays. Et il y a un sentiment d'inégalité qui se développe, notamment les partis religieux qui refusent que leurs membres, leurs adhérents fassent le service militaire, sous prétexte qu'ils se consacrent à la religion, qui ont des subventions de l'éducation nationale israélienne, mais sans respecter le programme du ministère de l'Éducation nationale, etc., etc. Il y a aussi un sentiment, j'allais dire, identitaire qui se joue en Israël comme il se joue dans le reste des pays arabes. Et donc, il y a un vrai problème aujourd'hui au sein de la société israélienne. Alors, ça c'est pour la société israélienne. Revenons à la... politique. Oui, pas de la politique, mais le rapport de force entre Palestiniens, parce que ça a été quand même quelque chose comme objectif de l'opération Plan Durci. Il n'y a pas de rapport de force. Est-ce que ça a modifié le rapport entre le Hamas et le Fatah? Je ne crois pas. Il y a une seule chose qui modifie aujourd'hui le rapport entre le Hamas et le Fatah, c'est la réussite du Premier ministre Fayyad à Ramallah. C'est-à-dire qu'il a nettement amélioré à la fois le pouvoir d'achat et la situation économique des Palestiniens en Cisjordanie. Ça veut dire qu'il y a une radicalisation au niveau des Palestiniens? Du côté de Gaza, oui, certainement. Aujourd'hui, les dirigeants de Gaza, c'est-à-dire le Hamas, se trouvent marginalisés par l'autorité palestinienne, plus représentés par le Premier ministre que par leur président, Aboul Abbas. Alors, ce que vous me dites est désespérant, ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir de paix. Ça veut dire que personne ne se parle? Pas sûr. Pas sûr. Aujourd'hui, la seule manière de sortir de l'impasse, c'est-à-dire qu'il y a une impasse. Oui, on a commencé par le dire. Il y a une impasse apparente, en tout cas. Mais n'oublions pas que le Hamas n'est plus armé que par l'Iran. Et aujourd'hui, l'Iran est dans une situation telle que le régime lui-même commence à connaître un certain déclin. On attend le 11 février pour savoir si les manifestants qui manifestent depuis le 12 juin, qui au départ étaient des lettrés, des étudiants, des médecins, des ingénieurs, des avocats, sont aujourd'hui rejoints par des paysans, des ouvriers, c'est-à-dire ceux qui ont voté pour Ahmadinejad.
Donc, la répression du régime iranien, la radicalisation du régime iranien n'est pas payante, puisque les manifestants continuent à manifester. Et aujourd'hui, il y a certainement une question qui se pose, est-ce que l'Iran a toujours les moyens de financer, d'armer le Hamas? Et le Hamas se sent marginalisé. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une espèce de, pardon de cette expression populaire, de jeu de bunto, c'est-à-dire qu'on amuse un petit peu la galerie de façon tragique avec... Oui, comme vous dites, c'est cynique, c'est affreux de le dire. Mais en même temps, vous avez un rapprochement aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis qui est un rapprochement réel. Ils en sont à leur 4e réunion depuis le 1er octobre 2009. Cela veut dire que, est-ce que le Hamas ne sera pas sacrifié par l'Iran pour les intérêts iraniens avec les États-Unis? Première question. Deuxième question, si l'Iran n'a plus d'armes, s'il est enfermé d'un côté par l'Égypte, de l'autre par Israël, quel est le destin du Hamas à ce moment-là? C'est de s'entendre tout au moins avec l'autorité palestinienne. Or, la seule façon de s'entendre, c'est de s'asseoir sur la table des négociations. Alors, parlons de négociations. On dit souvent, beaucoup de commentateurs disent qu'il y a des relations secrètes, des pourparlers, des discussions non avouées entre Israéliens et Palestiniens. Oui, à quel niveau? Au niveau sécuritaire. Essentiellement des négociations au niveau sécuritaire, c'est-à-dire pour éviter le pire, pour éviter l'explosion, pour essayer de gérer l'insécurité politique. Que fait Obama dans cette affaire? Alors, juste avant, si vous permettez, vous avez aujourd'hui 5 dossiers entre Israéliens et Palestiniens. Vous avez l'État palestinien. Combien de surface? On s'est entendu de 92 à 98% de la Cisjordanie. Deuxièmement, la nature de cet État. Est-ce que c'est un État qui pourra frapper monnaie, qui pourra avoir les pouvoirs régaliens de l'État, émettre des passeports, etc., avoir une police, une armée, etc. Là aussi, il y a une entente étalée sur le temps. Troisièmement, il y a les colonies. Alors là aussi, arrêtons l'hypocrisie. Il y a aujourd'hui 80% des colons qui se trouvent dans 20% des colonies. Autrement dit, si vous démantelez 20% des colonies, vous démantelez déjà 80% des colons. Autre dossier? 4e dossier, bien entendu, c'est Jérusalem. Et là aussi, il y a une entente sur l'administration de 2 quartiers de la vieille ville, c'est-à-dire le catholique et le musulman, et le quartier juif et le quartier arménien, seraient, bien entendu, gérés par les Israéliens, et les autres par les Palestiniens. Donc là aussi, il y a une entente. Il ne reste plus qu'un point à régler. Le 5e dossier, celui des réfugiés. Or, on demande aux Palestiniens de se défausser de la dernière carte qu'ils ont, c'est de reconnaître que le retour des réfugiés de 48 ne pourra pas se faire, puisque ce sont des réfugiés de Galilée, donc du nord d'Israël. Ce n'est pas possible. Donc là, on est encore dans ce jeu de la souris et du chat, qui malheureusement n'est pas encore réglé. Alors, on termine en disant espoir de paix ou bien désespoir total? Oui, Obama est le premier président qui a chargé un monsieur Proche-Orient de travailler dès le début de son premier mandat. Il se trouve que monsieur George Mitchell, de père irlandais et de mère libanaise, de la famille Saad, du sud Liban. George Mitchell parle arabe. George Mitchell a réglé le problème irlandais. Il a avoué lui-même. J'ai fait 884 réunions. Une seule a réussi. Il en est aujourd'hui à peine 30 réunions au Proche-Orient. Il a encore du temps. Le temps, la relation au temps n'est pas la même. Ah, pas du tout. Nous ne sommes pas en Occident. Nous ne sommes pas dans une capitale occidentale où il n'y a que 24 heures. Le mot même éternité n'a pas le même sens en Occident comme... Bien entendu, le pharaon qui partait vers l'au-delà partait vers l'éternité. Donc, ça n'a pas du tout le même sens. J'allais dire merci Antoine Sfer pour ce moment d'éternité qu'on a passé ensemble. Merci à vous de m'avoir reçu.